suis Toussaint Tienobego, je suis originaire du Burkina Faso. J'ai commencé mon parcours professionnel comme producteur de cinéma et de programmes de télévision. Après avoir fait des études en sciences économiques et de gestion, que j'ai complété plus tard par des études à l'École nationale française pour les métiers de l'image et du son, la FEMIS, et complété également après par des études au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Entre 1996 et 2010, j'ai produit environ une quinzaine d'œuvres, dont des longs métrages qui ont connu des diffusions un petit peu à travers le monde. Et parallèlement à mes activités de producteur de films, j'ai conduit quelques missions d'expertise pour des organisations internationales comme la Commission européenne ou l'UNESCO sur les politiques publiques de développement des industries culturelles. Et naturellement, en 2010, j'ai rejoint la francophonie où j'ai pris en charge des questions liées à la diversité culturelle, également les politiques de développement des industries culturelles et créatives. Et je suis également depuis 2008 professeur associé à l'Université Senghor d'Alexandrie au département culture. Alors, la définition des industries culturelles est sujet à de nombreuses variantes, mais l'on peut retenir globalement qu'on parle d'industrie culturelle en lien avec les activités dans le champ culturel qui ont recours à des procédés et à des techniques industrielles dans leur mode à la fois de production, mais aussi de commercialisation et de mise à disposition auprès du public. C'est ainsi que généralement, dans les industries culturelles, on va parler des filières du cinéma et de l'audiovisuel, on va parler de la filière de la musique, la filière du livre et de l'édition littéraire, les filières liées aux arts du spectacle. La caractéristique commune en fait de ces filières-là, c'est qu'elles ont pour matière première la créativité. Et ensuite, ce sont des industries qui produisent et qui communiquent des sens et du symbole. Et enfin, ce sont des industries pour lesquelles la propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur, est une composante essentielle et nécessaire même à la pérennité économique des filières. Et bien souvent, on y ajoute l'architecture, la mode, les designs, les arts visuels, l'artisanat, pour parler de façon beaucoup plus extensive d'industrie créative. L'idée étant ici effectivement d'avoir à l'esprit le sens symbolique et véhiculé par les produits issus des industries culturelles. Alors, la tendance mondiale liée aux industries culturelles, c'est que ces industries aujourd'hui sont l'un des moteurs de la croissance mondiale et aussi l'un des moteurs du commerce international. Il faut savoir que les crises économiques successives, en fait, n'entament à rien le désir des populations de consommer de la création culturelle et artistique, si bien qu'aujourd'hui, selon une étude parue l'année dernière par le cabinet Ernst & Young, réalisé pour le compte de la Confédération internationale des sociétés de droits d'auteur, il ressort que les secteurs culturels et créatifs représentaient environ 3% du PIB mondial, avec des revenus de l'ordre de 2250 milliards. Donc 3% du PIB mondial, c'est pas rien. La tendance que l'on peut remarquer en Afrique, c'est aussi celle de l'augmentation de la demande et de la consommation des ménages en biens et services culturels, quand bien même aujourd'hui la part de l'Afrique représente moins de 3% des revenus générés par les industries culturelles et créatives, il n'en demeure pas moins que le secteur aujourd'hui, il est sous-tendu par une demande solvable des ménages avec l'émergence d'une classe moyenne en Afrique et aussi par une forme de créativité qui fait la richesse de l'Afrique. Ensuite, la difficulté, c'est comment finalement cette créativité abondante en Afrique
peut contribuer à alimenter et à rendre disponibles des contenus locaux, des contenus nationaux, à même d'alimenter tous les supports de consommation des biens et services culturels. Tout dépend à la fois des filières et puis des pays considérés. Parce que ces industries-là, pour prospérer, ont besoin d'une demande solvable et ont besoin également de pouvoir s'appuyer sur des politiques nationales qui créent les conditions favorables ou du moins adaptées pour les investissements dans ces filières. Ainsi donc, quand vous prenez par exemple la filière de la musique, je pense qu'indépendamment de la zone linguistique en Afrique, la musique constitue une filière dynamique avec une production assez suffisante et qui s'exporte, quelle que soit la zone géographique, linguistique du moins. De la même manière, quand vous prenez par exemple la filière du livre, on assiste effectivement, quelle que soit la zone linguistique, à une certaine hégémonie de l'édition littéraire des pays d'Europe en Afrique. En revanche, quand vous considérez une filière comme celle de la vidéo, vous voyez effectivement que le Nigeria constitue un exemple assez remarquable par le niveau de sa production. Aujourd'hui, deuxième pays producteur derrière l'Inde en termes de nombre, même si on est dans une économie de la vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une économie très dynamique avec une créativité très abondante et qui est soutenue par un marché, une demande intérieure très forte, mais aussi par une diaspora nigériane très prospère à l'international. Donc, une fois de plus, on en revient à la nécessité d'avoir comment on appelle ça, une démarche à la fois qui s'appuie sur la créativité, qui s'appuie sur des politiques publiques qui puissent permettre à ces industries-là de fonctionner, et également une demande intérieure qui permette de rendre le modèle économique viable. L'Organisation internationale de la francophonie intervient à travers trois aspects. Le premier concerne les acteurs même de la création artistique et culturelle. Et le deuxième aspect concerne les pouvoirs publics qui sont chargés de mettre en place les cadres adaptés aux besoins de développement de ces filières. Et enfin, le troisième aspect concerne les espaces de réception, c'est-à-dire l'accès du public aux biens et services culturels. Quand on considère le premier axe d'intervention, c'est-à-dire les acteurs, à la fois les artistes, les entrepreneurs culturels et les créateurs, nous avons en place plusieurs mécanismes pour subventionner la production de films, la production de programmes de télévision, pour subventionner également les acteurs des milieux du spectacle vivant, pour favoriser la circulation des artistes, mais également, on n'oublie pas les éditeurs et les libraires dans le domaine du livre. Concernant le deuxième aspect, nous intervenons en apportant une assistance technique au ministère de la Culture, principalement, pour accompagner le renforcement de l'expertise de leur personnel cadre sur les politiques publiques d'encadrement, de financement et de développement des industries culturelles. Et nous allons plus loin en leur apportant une assistance technique et financière dans l'élaboration de stratégies pour répondre aux besoins de développement des industries culturelles. Et enfin, le troisième aspect qui concerne les espaces de réception, c'est dans ce cadre que nous intervenons en soutien aux grandes manifestations culturelles comme le FESPACO, comme le Massa, et avec un réseau de festivals repartis sur les 5 continents que nous accompagnons également, afin que, dans une optique de promotion de la diversité culturelle,
les publics des différentes zones de la francophonie puissent avoir accès aux productions culturelles qui peuvent provenir d'autres zones. Alors, je m'interroge si des accords commerciaux ont pour but de corriger, par exemple, des distorsions ou corriger des difficultés issues du marché, ou si ces accords ont pour but, finalement, d'entériner une situation de fait et de l'organiser au mieux des intérêts des parties. En ce qui concerne, par exemple, les APE, je ne pense pas que dans leur vocation, elles ont pour objectif d'aider plus ou moins en fait cette industrie en fait du moins à se développer. Elles accordent un cadre qui permette aux entreprises européennes de pouvoir investir et intervenir en fait dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, le besoin en Afrique pour les industries culturelles, il est essentiellement de pouvoir compter sur un cadre réglementaire, un cadre juridique, économique qui favorise les investissements. Il est aussi de pouvoir avoir accès aux investissements pour réaliser des infrastructures de base nécessaires, par exemple pour tout ce qui concerne l'exploitation, tout ce qui concerne en fait l'accès du public aux biens et services culturels. Si par les APE des entreprises européennes peuvent contribuer à réaliser ces investissements et par la même occasion à faire bouger le cadre réglementaire nécessaire, pourquoi pas. Mais cela aboutirait effectivement à l'existence d'industries culturelles qui peuvent ne pas avoir en fait de contenu africain. Donc, c'est un petit peu déjà le cas que l'on observe pour certaines filières, comme le cinéma par exemple, où l'existence de salles de cinéma dans un pays ne veut pas forcément dire en fait développement d'une production nationale. Donc, je pense qu'on a besoin à la fois de favoriser des investissements pour permettre de développer ces filières-là, tout en veillant cependant à ce que les conditions soient réunies pour également développer un contenu national, lequel contenu national, comme vous le savez, est porteur de sens, porteur en fait des valeurs culturelles et d'une certaine manière également façonne les imaginaires des populations qui consomment les biens et services culturels. Les études économiques montrent que l'Afrique est le continent du futur en termes de croissance économique, en termes également d'opportunités justement d'affaires à faire. Donc c'est tout à fait normal que des grands groupes occidentaux cherchent à des points de croissance en investissant en Afrique. Il se trouve que les filières d'industrie culturelle ont ceci de particulier que c'est à la fois des filières liées au commerce, liées à l'industrie, mais c'est aussi des filières qui sont porteurs de sens et qui véhiculent des valeurs. De ce point de vue, je pense qu'on devrait, par des instruments de politique publique, arriver à la fois à accueillir ces investissements dont on a besoin, mais aussi à veiller à ce que les différents intervenants, les différents joueurs sur les filières d'industrie culturelle puissent également prendre en compte l'impératif de valorisation de contenus nationaux qui permettent effectivement de mettre en lumière et de valoriser ce que le génie créateur de leurs artistes ont à proposer à la fois à leur population mais aussi au reste du monde et également à construire finalement ces imaginaires qui constituent la première ressource pour pouvoir transformer le monde. Quand on pense que l'on est capable de quelque chose, quand on a la conscience que l'on est soi-même, à travers son histoire, à travers son vécu, acteur de sa propre destinée,
je pense qu'on peut plus facilement se mettre en mouvement. Et la contribution de l'art de façon générale et des productions issues des industries culturelles, c'est de questionner en fait toutes ces problématiques-là. La consommation de biens et services culturels est l'un des moteurs de l'économie numérique. Comme vous le savez, la plupart en fait, des investissements dans des appareils numériques sont en lien avec la consommation culturelle. Aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qui est téléphone mobile, les smartphones comme on les appelle, la partie téléphone en fait compte pour quantité négligeable, alors que ce sont des terminaux qui vont vous permettre d'avoir accès à du contenu culturel. Donc, mais au-delà de tout ce qui est dynamique liée à la fabrication du matériel numérique, il y a aussi que la part finalement de consommation de produits culturels dématérialisés, que ce soit à travers en fait la musique, la vidéo, ou alors même les ventes physiques à travers Internet, sont des secteurs qui contribuent à générer davantage de revenus pour les filières d'industrie culturelle. L'Afrique n'échappe pas, bien entendu, à cette tendance. Vous le savez qu'en termes de téléphonie mobile, l'Afrique aujourd'hui compte parmi les taux de pénétration les plus élevés au monde. Et le développement de l'Internet également est un processus qui est amorcé et qui va aller croissant. Donc, combiné à la demande solvable, à l'émergence d'une classe moyenne, effectivement, je pense que le numérique pourrait permettre à l'Afrique de réaliser un bond inespéré en matière de développement de ses industries culturelles. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui se dégage sur l'exploitation, en tout cas économique, de l'Internet et plus précisément du numérique sur le continent? Des modèles spécifiques au continent, pour le moment, pas vraiment, mais en réalité, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est en l'absence, par exemple, de salles de cinéma, en l'absence des services d'édition télévisuelle qui proposent une diversité, on assiste effectivement à la naissance de plusieurs plateformes qui proposent de la vidéo à la demande. Et c'est vrai que cette manière de consommer, par exemple, des films pourrait à terme poser la question effectivement de savoir si des investissements beaucoup plus lourds en termes de construction de salles, d'un réseau de salles implantées sur toute l'étendue du territoire peut être viable ou pas. Et c'est vrai que ça l'est également en termes d'édition littéraire par rapport en fait aux livres électroniques qui s'annoncent. Si effectivement, vu le coût que cela représente en termes de logistique, de distribution, si effectivement on n'a pas intérêt à sauter effectivement une étape par rapport à ce que ça peut l'être dans le reste du monde. Les filières d'industrie culturelle, quel que soit le pays au monde considéré, ce sont des filières qui ne peuvent pas se passer à la fois d'une double intervention publique, mais aussi d'une démarche entrepreneuriale. Pour la simple raison que c'est des filières qui sont certes à vocation économique, mais par les valeurs et les symboles que ça véhicule, ça touche même aux identités des peuples. Et l'intervention publique a toujours vocation à corriger justement là où le marché ou l'initiative privée a ses limites. Ainsi donc, dans le cas spécifique aujourd'hui de l'Afrique, il est évident que compte tenu du degré de développement des marchés nationaux, sans une intervention publique, y compris en termes d'infrastructures, rendre disponibles des infrastructures,
une intervention purement entrepreneuriale privée pourrait être confrontée à des questions de rentabilité. Donc il y a besoin que la pompe soit amorcée, à la fois en termes de financement public, mais aussi de démarches privées. Et on se rend compte que depuis une décennie maintenant, beaucoup de pays intègrent le développement des industries culturelles dans les documents de référence pour leur développement. C'est ainsi que, à ce jour, je pense, une dizaine de pays en Afrique ont inclus la nécessité de développer, de prendre en compte les secteurs culturels comme composante intégrante des sources de croissance à travers les documents de croissance accélérée ou alors à travers les documents, les plans nationaux de développement économique et social où effectivement une part est reconnue à la contribution de la culture au développement économique des pays. De plus en plus, le financement des activités culturelles est pris en charge dans le cadre des budgets nationaux. Il faut dire que la tendance à ce niveau définie par l'UNESCO était que chaque pays puisse au moins consacrer 1% de son budget national aux activités culturelles. On en est très très loin dans la plupart des budgets nationaux et une bonne partie des dotations budgétaires consacrées par les États vont entretenir souvent la masse salariale des fonctionnaires ou alors entretenir des institutions culturelles publiques. Si bien que la part consacrée au financement de la création, au financement en appui aux démarches des opérateurs culturels, c'est là où effectivement, bien souvent, le bas blesse et c'est là où la plupart des acteurs souvent sont dans une démarche de dépendance financière vis-à-vis de certains guichets au nord qui du reste ont tendance à se tarir mais qui restent néanmoins, on va dire, assez présents quand il s'agit d'auteurs assez connus ou de producteurs qui ont une certaine renommée. C'est intéressant un jour que l'on se pose la question, je pense qu'elle a déjà sans doute été posée, mais que l'on puisse synthétiser tout ça et vulgariser avec des supports accessibles à tout le monde. C'est de poser la question sur le don de l'Afrique à l'humanité, le don de l'Afrique au monde, notamment dans le cadre de la création artistique. Vous savez, l'art africain a nourri des courants d'influence en Europe. Les concepts, par exemple, de world music ne seraient pas en fait ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu la contribution en fait des artistes musiciens africains. Et aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit dans le domaine de la littérature, même dans le domaine du cinéma, il y a eu une forte présence, certes limitée, mais une présence quand même assez décisive d'artistes et d'hommes de culture du continent africain qui impriment et qui donnent la marque et qui participent un petit peu à l'évolution des courants artistiques et culturels à travers le monde. Mais qui mériterait effectivement qu'on s'y attarde davantage pour en mesurer l'impact et tous les effets. Je pense que l'un des drames de l'Afrique, c'est que nous nous sommes laissés enfermer mentalement par des concepts qui ont été théorisés avec des regards souvent qui nous sont étrangers. Si aujourd'hui l'Afrique, par exemple, estime que tout ce savoir-faire traditionnel est un secteur, une filière de gisement stratégique pour elle, il lui appartient effectivement de retravailler les concepts de telle sorte effectivement de pouvoir les prendre en compte.
selon les concepts actuellement définis par rapport à un regard qui est beaucoup plus occidental, effectivement, ça n'en fait pas partie. Mais vu l'intérêt et l'importance que ça représente pour l'Afrique, oui, effectivement, ce sont des notions qui peuvent être revues et c'est tout le défi qui est lancé en ce XXIe siècle aux élites et aux intellectuels africains de se réapproprier les concepts pour en fait finalement les soumettre à leur propre regard et de pouvoir les assumer pleinement avec un regard qui ne serait pas forcément celui du Nord ou de l'Occident. Les instruments à l'échelle panafricaine existent certainement. Il y a le plan de Dakar pour le développement des industries culturelles et créatives. L'Union africaine elle-même s'est dotée d'une charte de renaissance culturelle. Donc d'un point de vue normatif, les instruments existent. Là où la faiblesse demeure, c'est quand il s'agit de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut un certain nombre d'instruments, à commencer par des institutions culturelles. Un certain nombre existent déjà. Je pense au CERF d'Otola, je pense au CELTO, au CICIBA, mais la difficulté demeure toujours dans le financement de ces institutions culturelles et également dans l'expertise qu'on donne à ces institutions-là pour remplir efficacement leur mission. Mais je ne pense pas que l'on puisse arriver à changer fondamentalement le cours de l'histoire si la question elle n'est pas ramenée à un autre niveau qui est beaucoup plus large, à savoir finalement quelle forme de société, quelle forme en fait de civilisation nous souhaitons pour nous-mêmes et dans notre rapport avec le reste du monde. C'est là que l'on va ramener la question effectivement à celle des imaginaires, à celle de finalement quelle est notre ressource pour nous penser nous-mêmes, penser l'autre et notre rapport à cet autre-là. Et à ce moment, on se rendra à l'évidence que la création artistique, culturelle, est un élément qui amène à se poser cette question, qui nous questionne, qui nous interroge sur finalement nos valeurs propres, le sens symbolique en fait que nous véhiculons, mais aussi le lien que nous voulons établir avec le reste du monde. Et à partir de ce moment, maintenant, on peut se mettre en marche vers des modèles de société qui seraient inspirés finalement de nos propres valeurs et de notre sens. Donc, d'une certaine façon, résoudre les questions effectivement de développement des industries culturelles et créatives en amenant la question sur le terrain finalement des imaginaires et comment est-ce qu'on peut se mettre en marche pour un développement. Il faudrait déjà que les jeunes se rendent compte que leur culture est une richesse. C'est leur première richesse, leur première ressource justement pour affronter les défis qui se posent à leur génération. Ça passe sans doute par l'éducation, par le système scolaire, de revoir un petit peu finalement notre mode de transmission et ce que nous transmettons à cette jeunesse-là dans nos écoles. Pour ma part, je pense que y introduire davantage l'enseignement artistique, culturel, contribue à se réapproprier finalement cette image-là et avoir cette fierté de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous pourrons être à l'avenir. Mais ça passe également par le fait de susciter, de donner de la vocation dans les métiers liés aux industries culturelles et créatives. Parce que si on renvoie
la question actuellement de l'intérêt, de l'appétit que présentent des grands groupes étrangers sur ces filières. Ça veut dire qu'à terme, on aura besoin de nourrir, de donner du contenu. Et s'il n'y a pas de vocation d'Africains, il va sans dire qu'effectivement, le contenu, il pourra peut-être avoir d'Africains que de la couleur de peau, mais d'un point de vue de l'essence même des valeurs culturelles qui sont véhiculées, il pourrait avoir un problème. Et enfin, troisième facteur non moins important, c'est que la consommation culturelle artistique, elle s'apprend, elle s'entretient. Et quand des pans entiers, des générations entières en arrivent à ne jamais lire en fait un livre écrit par un Africain, à ne pas voir des films produits en Afrique, même au niveau des jeux vidéo, à consommer que des jeux vidéo en fait qui sont produits en Asie, on peut se poser la question en fait de l'appétit ou l'appétence que de tels consommateurs pourraient avoir pour la production de contenu africain, sachant que sans consommateurs, ce ne sont pas non plus des modèles économiques qui peuvent être viables. Je nourris l'espoir, je ne sais pas si ça sera conforme à mon souhait, mais l'Afrique a tellement de choses à raconter au reste du monde. Nous sortons de plusieurs siècles pendant lesquels on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu apporter au reste du monde, en tous les cas pas à travers notre propre regard. Prenez tout ce qui concerne les mythes fondateurs, tout ce qui concerne les légendes, tout ce qui concerne finalement l'histoire de notre rencontre avec l'Occident et des conséquences que ça a pu avoir et des conséquences que ça a toujours. Sur toutes ces thématiques-là, il y a beaucoup de choses à raconter. Et je pense que les années qui viennent, avec le développement des industries culturelles et créatives, si à travers des politiques publiques efficaces et pertinentes, on arrive à faire en sorte que les opportunités offertes par le développement économique de ces filières-là profitent également à alimenter la production de contenu, je pense que l'Afrique pourrait recouvrer finalement la faculté de dialoguer au monde et d'imposer son regard et son point de vue sur tant de sujets sur lesquels elle a plus ou moins été je ne dirais pas bâillonnée, mais elle en a été empêchée en tous les cas. Simanale oya